C'est le coup de zoom sur Mobility TV et nous sommes avec Bernard Desbouvry de BDC Consulting, bonjour, Bonjour. et Arnaud Aimé de SIA Partners, bonjour, qui sont là pour m'accompagner pour ce coup de zoom sur la marque Mitsubishi. Bonjour Patrick Gouvernec. Bonjour. Vous êtes le grand Manitou de Mitsubishi en France et après plusieurs atermoiements, on va dire, vous avez décidé de rester. Oui, alors c'est la bonne nouvelle de la semaine dernière, c'est que grâce à l'Alliance, Mitsubishi a les conditions, en tout cas a réuni les conditions pour rester durablement en Europe et donc en France. Et ça, c'était effectivement une très bonne nouvelle. Après les interrogations de fin juillet l'année dernière, justement sur le doute, comment justement faire face à toutes ces réglementations, ces investissements, etc., durablement sur la décennie qui vient. On comprend que ce mouvement, cette décision pour Mitsubishi, ça résulte des choix de l'Alliance qui avait été annoncé en mai dernier, la stratégie de leader-follower, c'est-à-dire chaque partenaire de l'Alliance est en lead sur sa géographie et sa technologie. Pour Mitsubishi, ça voulait dire de mémoire l'Asie du Sud-Est, l'Océanie et puis en techno, l'hybride rechargeable. Quelle est la pertinence à rester néanmoins en France, là où Renault est aujourd'hui leader ? La pertinence, c'est déjà d'offrir une gamme différente, en tout cas une position de marque et une gamme différente, parce que Renault s'est engagé donc à produire pour Mitsubishi 2 produits sur la gamme qui existera dans les années qui viennent. 2 produits donc, qui ne sont pas encore vraiment bien abordés ou bien définis, mais voilà, c'est l'idée d'utiliser justement les outils industriels de chacun des partenaires, des 3 partenaires principaux de l'Alliance, pour justement avoir de la flexibilité, maîtriser les coûts et surtout s'adapter aux contraintes européennes et françaises, qui sont, je vous l'accorde, assez compliquées ou assez complexes vu du Japon. Et voilà, c'est tout l'intérêt justement de l'intervention de Renault. Alors moi, je voudrais savoir, c'est comment le réseau français Mitsubishi a réagi à cette nouvelle, parce qu'après la douche froide de juillet de l'année dernière, quel est son état d'esprit aujourd'hui ? Alors, c'est sûr que fin juillet, ça a été, comme vous le dites très bien, c'était une douche froide. On ne s'attendait pas, on était en pleine croissance. On était sur un plan qui visait assez rapidement à monter jusqu'à 20 000 voitures. Et là, donc, en cours, ces questionnements qui sont des questionnements, on va dire que tous les constructeurs se posent, mais voilà, qui se sont posés donc, au milieu de l'année dernière, qui ont mis un coup de bambou derrière la tête de beaucoup de nos investisseurs. Cela dit, je veux revenir quand même sur la capacité du réseau à résister justement à ce type d'annonce, puisqu'on a réalisé moins 7% en termes de commandes clients sur la totalité de l'année 2020. Donc ça montre quand même une certaine résilience, une certaine capacité à défendre la marque. Oui, c'est pas moins 30 ou c'est moins 50%. Pas moins 30 ou moins 50, voilà, c'était ouais. moins 7. Moins 7, alors, suite à l'annonce, mais aussi suite au Covid. On a été 8 semaines déjà fermés sur la même période l'année dernière, plus la fin d'année qui n'a pas été très simple à gérer. Donc je dirais que le réseau est resté quand même très fidèle à la marque, pour la plupart en tout cas, a su résister et a su proposer, notamment à travers l'Outlander PHEV, qui a été un franc succès aussi l'année dernière, des alternatives au marché. Donc je dirais que globalement, on s'en est plutôt bien sorti en 2020. Il était temps que la décision arrive, voilà, pour tout se dire les choses. Voilà, on en arrivait quand même. Alors vous faisiez les 100 pas, vous ruminiez, vous aviez acheté des cachets Alors non, on le faisait d'une manière plus soft, mais c'est vrai que la communication est importante dans ces périodes de crise. On essaie d'être toujours présent, d'expliquer. Alors pour le réseau actuel, et puis on avait aussi pas mal de candidats qui étaient, on va dire, chauds pour représenter la marque, qu'il a fallu maintenir un petit peu, expliquer, leur dire écoutez, non, c'est pas fini. Tant que les portes ne sont pas fermées, elles sont ouvertes, donc voilà, il y a de l'espoir. Ça, c'est pas mal, je vais la retenir, celle-là. Arnaud Aimé. À propos du réseau, justement, et de l'effet Covid de l'année dernière qui a fait fermer les concessions pendant plusieurs mois, dans quelle direction vous orientez, vous, Mitsubishi, sur le développement du e-commerce ? C'était un secteur jusqu'à présent assez épargné par le e-commerce. Ça s'est accéléré ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce que vous avez une ambition particulière dessus ? Alors, c'est une excellente question. On s'est reposé la question sur le rôle d'un importateur par rapport à un réseau de distribution. Et je remets un peu ça dans le contexte. Nous sommes des apporteurs d'affaires pour notre réseau de distribution. C'est-à-dire que, ou en d'autres termes, notre idée, ou l'idée qu'on développe et qu'on essaye évidemment de consolider avec le réseau de distribution, c'est comment apporter le lead aujourd'hui sur du multicanal, quelle que soit l'origine du contact, c'est comment apporter un lead qualifié à un réseau de distribution pour que le réseau de distribution
fasse évidemment son travail et l'ensemble de la chaîne. Donc notre problématique, elle n'est pas de la vente directe du e-commerce en tant que tel. Notre problématique, c'est de dire encore une fois, par rapport justement à ses habitudes à travers Internet, à travers toutes les sources de contact que le client peut avoir aujourd'hui avec la marque, c'est comment arriver à apporter un lead bien ficelé, bien qualifié, pour que le vendeur, pour que le distributeur puisse faire son travail correctement, voilà, ou du mieux possible en tout cas. Et donc la réponse c'est? La réponse est oui, sur évidemment une stratégie. Parce que c'est bien de poser des questions, mais enfin, Oui, on est là pour ça. je viens avec mes Pardonnez-moi, réponses, Patrick c'est ça. Gouvernet. Oui. Non, mais notre travail, encore une fois, ça n'est pas de faire de la vente en direct, puisque c'est une question qui forcément revient à un moment donné sur le sujet de la distribution automobile, mais c'est d'apporter des outils digitaux aux distributeurs pour lui permettre de traiter au mieux les leads qui viennent, quelle que soit l'origine du lead, quoi. C'est un peu le sujet sur lequel nous travaillons. Nous avons développé évidemment une plateforme, etc. Et ça continue. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la typologie de la clientèle Mitsubishi, quel est le consommateur, et est-ce que vous avez vu une évolution du consommateur Mitsubishi suite à votre gamme en hybride rechargeable? Alors oui, forcément Mitsubishi avait une image 4x4, Pajero, Dakar, et qui a fait son succès, voire pour les puristes, la Lancer Evo, etc. Donc on avait une base, j'aime pas trop le terme, mais il faut que j'en trouve un autre, mais là tout de suite d'ADN fort, ancré avec ce 4x4. Et ensuite on est passé sur on a quasiment changé à 180 degrés avec une Space Star qui est arrivée il y a 2 ans ou 2 ans et demi, et puis la technologie hybride rechargeable qui forcément change un peu le paradigme, en tout cas change la position de la marque. Donc une partie de la clientèle a suivi, une partie non, pas encore, et je pense qu'elle viendra à un moment donné, parce que un des avantages de la marque, c'est que le produit est très fiable, donc il dure longtemps, mais voilà, on a cette mutation, on est allé chercher des clients sur d'autres marques, et on est resté extrêmement fort et fidèle sur du pick-up, qui est bien sûr le cœur, pour le coup, qui est vraiment le cœur de la marque et sur le côté plus utilitaire. Est-ce que l'innovation, c'est-à-dire l'électrification de la voiture, le PHEV, est un frein quelque part à Mitsubishi qui, de tout temps, avait, vous venez de le dire, pour ADN la fiabilité, mais aussi la précision, l'ingénierie des moteurs. C'est-à-dire que du temps où on roulait en Mitsubishi Colt dans les années 80, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas, on savait qu'on avait une voiture qui était une petite bombinette sportive, mais qui ne tombait pas en panne, contrairement à ses concurrentes. Et c'est peut-être pas un hasard que Mitsubishi était à l'époque avec Sonotto et avec Porsche. Oui. Est-ce que ce côté un peu, pas luxe, mais ce côté... on va dire plutôt premium et surtout fiabilité, ne va pas à l'encontre du tout électrique où finalement on se dit qu'une batterie électrique, ça peut équiper toute voiture et donc toute voiture se ressemble. Alors je pense que pour peut-être résumer un petit peu Mitsubishi, ce qu'est Mitsubishi, c'est purement une marque d'ingénieurs. Ils ont été pionniers dans beaucoup d'avancées technologiques, comme Porsche d'ailleurs, le 4 motrices, mais ne serait-ce que sur l'EV. L'iMIV a été la première voiture donc construite en série électrique, 100% électrique, donc ça remonte à plus de 10 ans. Vous voyez, ils étaient très en avance. Et l'hybride rechargeable était une technologie qui était complètement inconnue il y a encore 4-5 ans. Quand Mitsubishi a décidé de venir sur cette solution technique, peu y croyaient, voire personne n'y croyait. Donc, et on voit aujourd'hui... clairement, tous les constructeurs utilisent cette technologie pour justement ce bridge entre le moteur thermique pur et l'électrique, ce que deviendra l'automobile dans quelques années. Il fallait s'accrocher comme Toyota s'est accroché oui, c'est ça, sur l'hybride, non rechargeable. Exactement. C'était un positionnement différent de Toyota, mais on voit que Mitsubishi, encore une fois, en maîtrisant ce côté 4 roues motrices qui en fait la marque de fabrique à travers évidemment ce qu'on dit sur le passé, plus l'électrique, le SUV a su combiner, on va dire, sans renier ses origines, a su combiner un fabricant de SUV, 4 roues motrices, avec l'électrification et évidemment tous les avantages que ça comporte.
On comprend que Mitsubishi, vous voulez être leader déjà au sein de l'Alliance sur le PHEV, sur l'hybride rechargeable. Comment vous allez vous assurer le succès de cette technologie auprès des consommateurs? On sait que la technologie, elle est plus adaptée pour certains cycles de conduite, qu'elle nécessite aussi une certaine acculturation des automobilistes sur le cycle de recharge, par exemple. Comment vous faites pour acculturer les consommateurs à ça et pour qu'ils soient prêts à payer aussi davantage pour ça? Alors, c'est vrai que le monde de l'automobile a profondément changé. Quand vous étiez, il y a 10 ans, à la recherche d'un SUV, on va l'appeler comme ça, sobrement, mais en tout cas d'un monospace, vous vous posiez très peu la question, c'était diesel. La question ne se posait pas. L'utilisation, en 90%, en 95%, on se disait, voilà, je vais acheter un diesel parce que l'économie, etc. Bref, on faisait les calculs et c'était tout simple. Aujourd'hui, et là où je vous rejoins, il y a plusieurs questions à se poser. C'est quelle est l'utilisation que je fais de ma voiture et quelle est la technologie qui répond le mieux à cette utilisation. Et effectivement, la prétention, ce n'est pas de s'ouvrir à 100% du marché, mais c'est de s'ouvrir à des personnes qui représentent, enfin, nous considérons qu'ils représentent une majorité, qui vont utiliser leur véhicule sur des cycles urbains durant la semaine et qui, de temps en temps, vont être amenés à prendre la voiture sans ces contraintes de borne de recharge. Et c'est tout le sujet. C'est effectivement l'utilisation électrique à 100% dans la journée, déplacement urbain ou périurbain. Voilà, très bien. Je fais les économies en termes de consommation d'essence ou de diesel. Je fais aussi des économies sur les taxes, etc. Bon, peu importe. Et ensuite, voilà, je peux rouler. Et ça, c'est l'avantage de la technologie hybride rechargeable. Donc, il a fallu éduquer le réseau, les vendeurs, pour dire attention, ne commettez pas l'erreur de vendre une voiture à quelqu'un qui va rouler des longues distances toute la journée. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça ne correspond pas à l'utilisation. Donc c'est la nature du marché. C'est aussi pour ça que les clients sont des fois un peu perdus, parce qu'il faut avoir la bonne technologie à la bonne utilisation. Et ça, ce n'est pas forcément toujours très simple à discerner. Bernard. On peut comprendre l'intérêt de la technologie de l'hybride rechargeable, mais ces détracteurs disent que, en fait, les clients, dans la réalité, ne rechargent pas vraiment ou souvent le véhicule, et que donc finalement, ça revient à rouler avec un véhicule plus lourd, puisqu'il y a à la fois le moteur thermique et la partie électrique avec les batteries, et donc finalement consommer plus que ce qui était prévu initialement. Donc est-ce que vous pouvez garantir que l'hybride rechargeable, c'est vraiment quelque chose d'économique, même si on ne recharge pas toujours le véhicule? Alors, c'est vrai que j'ai lu aussi pas mal de retours sur ces fameuses études. Bon, ce que je peux dire, c'est que pour Mitsubishi, nous avons une clientèle qui est particulière. Nous avons une clientèle de particuliers. Et l'achat du particulier par rapport à la flotte, les comportements sont complètement différents. Quand vous êtes particulier, vous achetez ce type de technologie, clairement, elle est faite pour rouler à l'électrique et économiser je ne parle pas du côté écologique qui est évident sur les émissions de CO2, mais surtout qu'on va parler un peu de produits, si vous me le permettez, mais sur l'Outlander, vous avez, corrigez-moi, mais 2 moteurs électriques et un moteur thermique avec un petit réservoir. C'est pas pour vous embêter, mais l'idée, c'est quand même de rouler plus en électrique et pas avec un petit réservoir d'essence qu'il faudrait tout le temps alimenter. Donc effectivement, je reviens sur l'utilisation du particulier sur ce type de technologie qui va forcément chercher toujours le côté économique de l'utilisation de sa voiture. Pour les flottes, je reviens à ce que je disais il y a encore quelques minutes, c'est de dire il faut bien cibler, même pour une flotte. C'est-à-dire, effectivement, l'utilisateur de la flotte qui va faire des kilomètres et qui ne va pas prendre le temps de recharger sa voiture, etc., bon, ça demande une culture aussi de l'utilisation de l'hybride rechargeable ou l'adéquation de la technologie hybride rechargeable à l'utilisation, encore une fois, sur le plan plus professionnel. Et ça, c'est un élément, je pense, qui est en train de bien évoluer, parce que quand vous maîtrisez une flotte et les coûts, un TCO sur un véhicule aujourd'hui que vous louez, les coûts d'essence sont une donnée qui est forcément assez sensible dans l'économie globale de la flotte. Donc je pense qu'effectivement c'est amené à évoluer, je pense sur le côté professionnel. Sur le côté particulier, j'ai aucun doute. Et d'ailleurs, on a fait les études aussi de notre côté. L'utilisation, elle est forcément le plus électrique possible. Et quittons juste un instant, on parlait du produit, mais l'hybride rechargeable. Un produit comme Space Star, justement, qui achète ça?
C'est un entrée de prix de gamme. Hein. On est sur des niveaux de tarifs qui sont en dessous des 7 000 € avec les aides gouvernementales. Donc on est sur une deuxième voiture, on est souvent même sur une troisième voiture. Vous comprendrez que dans un pays comme la France où on achète une Clio, parce qu'on n'y pense pas, ou une Twingo ou une 208, pourquoi une Space Star? Qu'est-ce qui va me faire penser à une Space Star en disant tiens, il y a une voiture qui est formidable, qui s'appelle la Mitsubishi Space Star. Qu'est-ce qui fait que je vais acheter ça? Il y a effectivement les effets du marketing, hein. Faut pas nier l'importance de la communication, mais au-delà de ça, on a aussi des clients qui recherchent aussi des petites voitures et on peut offrir ces possibilités. On l'a vu d'ailleurs, ça a un vrai intérêt parce qu'on est parti de quelques centaines d'autos il y a 3 ans pour en faire plusieurs milliers. Donc, c'est-à-dire que la notoriété, ce qui manquait un peu à Mitsubishi, la marque a réussi quand même à s'installer avec une valeur ajoutée qui est propre à la marque, justement. Oui, en termes de technologie, on vient d'en parler assez largement sur l'hybride rechargeable, mais aussi en termes de fiabilité, en termes de contenu de produit, d'options qui chez les autres sont relativement chères, etc. Je ne vais pas faire une communication là-dessus, mais disons que voilà, le package c'est intéressant pour justement le coup de zoom, c'est pour comprendre un peu votre marque. Oui. Pardon, Arnaud et Bernard. Juste le dernier point sur la technologie et surtout sur les usages, parce que vous dites pour l'hybride rechargeable, il faut éduquer les clients et à la recharge électrique aussi souvent que possible, et ça vaut encore plus pour du véhicule 100% électrique. L'éducation du client, c'est une chose, la disponibilité des bornes de recharge, c'en est une autre. En France, le gouvernement a annoncé un plan, ou en tout cas une ambition de 100 000 bornes de recharge d'ici la fin de l'année, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, on en est assez loin. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous, pour stimuler l'installation de bornes de recharge en France notamment? Mon propos, ce n'est pas d'éduquer le client, hein, mais c'est que le réseau, ou en tout cas les vendeurs, comprennent bien l'utilisation que va en faire le client pour pas l'orienter vers une technologie qui ne lui correspond pas. Donc on n'est pas dans... Je prétends pas changer le client, mais au contraire plutôt éduquer le vendeur pour qu'il réponde correctement au client. Bon, effectivement, la problématique des bornes et en tout cas du réseau fait les beaux jours du PHEV aujourd'hui. Hein. On est dans le pendant. Si demain on peut imaginer effectivement des bornes de recharge qui vont se développer, une technologie électrique, c'est clair qu'il va y avoir une offre électrique qui va grimper assez rapidement. Elle n'est pas franchement présente aujourd'hui. Elle est balbutiante encore. Autant l'hybride rechargeable, on voit qu'il y a une vraie tendance parce que justement elle correspond à ces barrières qu'on connaît sur le réseau de distribution électrique. Mais après, sur l'électrique pur. Bernard Desbouvry. Oui, justement, est-ce que vous pensez qu'à terme, vous aurez des véhicules 100% électriques? Inéluctablement, oui. C'est tout l'intérêt de la... Vous dites ça comme un regret? Inévitablement. Ah, ça s'est senti. Mais énormément. Qu'est-ce qui se passe, Patrick Gouvernet? Non. Dites-le nous. Non, je ne nie pas l'intérêt de l'électrique. Ouais. Je dis inévitablement parce qu'effectivement, le marché, et en tout cas les contraintes environnementales, nous amènent à proposer du 100% électrique de plus en plus vite. Et donc adieu à l'ingénierie Mitsubishi. Alors, ou à l'Alliance, en l'occurrence. Ouais. D'où l'intérêt de l'Alliance. Et là, certainement. Oui. Je pense qu'on est au cœur de la discussion. Merci l'Alliance. On a commencé l'interview en disant merci l'Alliance. Oui, absolument. Et vous le dites plus que jamais, merci l'Alliance. Et de même que l'Alliance peut dire peut-être merci Mitsubishi sur un certain nombre de points. Je ne parle pas des capacités de production, mais j'y pense notamment. Merci beaucoup, Patrick Gouvernet, d'avoir été avec nous pour nous parler de Mitsubishi en France. Merci. Merci.